La lourde porte de métal se referma derrière elle avec un fracas assourdissant, tel un portail se refermant sur l'abîme, coupant en un instant sa frêle silhouette de jeune fille du filet de lumière qui venait du couloir. Élise, 16 ans, frissonna, paralysée par la terreur, et faillit perdre l'équilibre. L'air à l'intérieur était épais, imprégné d'odeurs de moisie, de sueur et d'excréments. Le long, sombre couloir de la cellule semblait s'étirer à l'infini, bordé de lits superposés, et des dizaines de pères d'yeux, fixés sur elle, comme des prédateurs affamés, traquant leur proie. Les sourires étaient ignobles, pleins d'une avidité animale et non dissimulée. Des chuchotements se mirent à courir dans l'air vicié, se transformant en un ricanement rauque et moqueur. La petite douce est arrivée, s'éleva d'un coin. Le cœur d'Élise s'affola dans sa poitrine comme un oiseau sauvage en cage, prêt à exploser de panique. Elle ne pouvait pas bouger, ses jambes étaient devenues de la guimauve, sa voix s'était coincée dans sa gorge. Un colosse mal rasé et hirsute bondit de sa couchette, tel un démon échappé des enfers. Il s'approchait, la dévorant du regard, et Élise se sentit comme une souris prise au piège face à un cobra. Il respirait lourdement, son ombre immense la recouvrait. Sa main s'agrippa à son avant-bras avec une force incroyable. « Je suis le premier !» rugit-il. « C'est ma fête aujourd'hui. » D'autres voix rugirent, protestant, réclamant leur part. La cellule s'agita, comme un nid de frelons dérangés. Les plus déchaînés se ruèrent en avant, se bousculant, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passait. Un tourbillon de corps fétides et de regards concupiscents s'enroula autour d'Élise. Le noir se fit devant ses yeux. Elle sentit des centaines de mains l'entraîner vers cette cloaque. Mentalement, elle disait déjà adieu à la vie, comprenant qu'après ce que ces hommes avaient en tête, l'existence deviendrait impossible. Mais là, une voix s'éleva, basse, mais si perçante que tout le monde se figea. « Silence, cessez cette fureur animale !» résonna, pas fort, mais avec autorité. « Êtes-vous des hommes ou du bétail? Beaucoup d'entre vous ont des familles dehors. N'avez-vous aucune honte? Elle n'est qu'une enfant. » Tous les regards se tournèrent vers la source de la voix. Un homme de petite taille, maigre, d'apparence totalement insignifiante, se leva de sa couchette. Il fit un geste à peine perceptible de la main, et, comme par l'action d'une baguette invisible, le chaos s'apaisa. Les ricanements firent place à un silence méfiant. De toute évidence, cet homme jouissait d'une autorité incontestable. Ils ne l'ont pas jeté ici sans raison, poursuivit-il d'une voix égale. Il faut savoir ce qui se passe. Et vous, vous vous jetez en meute sur une personne sans défense. Je ne pardonnerai ça à personne. Écho, pardon, marmonna le colosse, relâchant précipitamment la main d'Élise. Bon, tu comprends, on n'a pas vu de femme. Et là, une telle aubaine. L'homme qu'ils appelaient Écho s'approcha, le frottement de ses pieds sur le béton résonnant comme le craquement d'une vieille barque. Son regard n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait vu un instant plus tôt. Il était perçant, scrutateur, mais sans l'ombre d'une obscénité. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. « Élise » murmura-t-elle comme une bête traquée, n'osant pas croire à son salut. « Je m'appelle Antoine Dubois. Tu peux m'appeler Écho » acquiesça-t-il. « N'aie pas peur, personne ne te touchera ici. Tous les détenus n'ont pas perdu leur humanité. Souvent, ceux qui sont dehors sont bien pires. Prends ton beau-père, par exemple. Philippe Moreau, c'est bien ça. C'est lui qui t'a envoyé ici. » Un choc la traversa. D'où cet homme, un inconnu, connaissait-il le nom de Moreau et leurs relations? Elle se contenta de hocher la tête, trop bouleversée pour parler. « J'en ai vu des choses, » répondit Écho, comme s'il avait lu dans ses pensées. « J'ai eu une longue vie. » Il la fixa attentivement. Ce regard était différent, pas concupissant. Quel genre? Elle ne pouvait pas comprendre. Et là, il posa une question qui lui coupa le souffle. « Ton père ne s'appelait pas Laurent, par hasard? Tu lui ressembles terriblement. »« Oui, Laurent, » souffla Élise. « Enfin, il s'appelait Laurent. Maman disait qu'il avait disparu pendant une chasse. Je ne me souviens même pas de son visage. » Les larmes, retenues jusqu'alors, dévalèrent sur ses joues. « Je suis toute seule, » murmura-t-elle, sentant quelque chose se briser en elle. « Plus de papa, plus de maman depuis 1 an. Mon beau-père me déteste. Comment je vais faire ?» Écho se tourna brusquement et la regarda droit dans les yeux. Sa voix devint encore plus basse, presque un murmure. « Ton père
est vivant, Laurent est vivant. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent au maximum. Elle le fixa, incapable de croire ce qu'elle entendait. Maman disait « disparu, mort ». Mais comment? Maman a dit « pendant la chasse ». Où est-il alors? Écho prit sa main, la serrant fermement, de façon rassurante. « Je ne sais pas ce que Nathalie t'a raconté, mais j'ai été en prison avec lui il y a des années. Nous avons beaucoup parlé. Il m'a raconté sa vie, Nathalie, et Philippe Moreau. Ils étaient camarades de classe, et il a travaillé à la police avec Moreau ensuite. Laurent grimpait les échelons, et Moreau l'enviait terriblement, surtout quand il a vu que Nathalie, une beauté, avait choisi Laurent, pas lui. Écho parlait lentement, avec réflexion. Moreau était rongé par la jalousie, et il a piégé Laurent. Il a monté un dossier avec de faux pots de vin, des manquements professionnels, un dossier bidon pour que Laurent prenne cher. Et après, Moreau est allé plus loin. Il a dit à ta mère que Laurent était mort en prison d'une maladie. Il a falsifié des papiers. Et il a pris Nathalie pour lui. C'est comme ça, parfois... » Élise écoutait, retenant son souffle, avalant des larmes brûlantes. « Ne dites pas ça de maman, murmura-t-elle. Elle était gentille. »« Pardon, soupira Écho. L'âme des autres est obscure. L'important, c'est que tu connais la vérité maintenant. » Le récit d'Écho avait bouleversé son monde. La douleur de la perte de sa mère se mêlait à l'amère vérité sur la trahison et la bassesse. « Et où est-il maintenant » demanda-t-elle le cœur serré. « Mon père, vous savez ?»« Je ne sais pas, petite, » secoua Écho la tête. « Mais sache une chose, tu n'as plus à avoir peur de Moreau. À chaque force s'oppose une autre force. Ce qu'il t'a fait, c'est pire que ce que beaucoup d'entre nous seraient capables de faire. Il est en travers de la gorge de tout le monde depuis longtemps. Il aura ce qu'il mérite. » À peine ces mots eurent-ils quitté ses lèvres qu'un claquement strident de clé résonna et la porte de la cellule s'ouvrit avec fracas. Sur le seuil se tenait Moreau, son regard balayait la cellule, fou, cherchant. De toute évidence, il s'attendait à voir autre chose. Il vit Élise, vivante, indemne, à côté d'Écho. Une ombre de soulagement traversa son visage, immédiatement remplacée par la panique. « Viens, immédiatement !» Il la saisit par le bras, la tirant hors de la cellule. « Tout va bien, hein? Tout va bien, n'est-ce pas ?» Pendant la nuit, dégrisé et reprenant ses esprits après un mélange épouvantable d'alcool et de médicaments, Moreau réalisa toute l'horreur de son acte et les conséquences pour sa propre peau. « Ils peuvent m'envoyer en prison. » Une seule pensée le martelait. Maintenant, il regardait Élise, lui saisissant la main, essayant de mettre une supplique dans son regard. « Tu ne dis rien à personne que tu as été ici, tu comprends? Nous sommes une famille, tu promets, tout le monde peut faire des erreurs. » Élise resta silencieuse. Après ce qu'elle avait entendu, sa haine pour son beau-père était devenue dévorante. Il continuait de faire pression, de menacer. « Pourquoi tu ne dis rien? Tu vas parler, tu le regretteras. » La main de Moreau serra son poignet avec une telle force qu'il semblait que les os allaient craquer. Même au bord de l'abîme, cet homme ne pouvait se passer de cruauté, mais la peur quitta Élise, pour la première fois depuis de longues années. « Où est mon père ?» demanda-t-elle soudain, d'une voix calme et ferme. Moreau pâlit, ses lèvres tremblèrent. « Mais il est mort. »« Ne me mentez pas, » l'interrompit Élise. « Je sais tout. » « Quoi? Qu'est-ce qu'elle sait ?» Une pensée traversa l'esprit de Moreau. Qu'est-ce que ce vieux sénile d'Écho a bien pu raconter? En quelques secondes, il prit une décision. « Si je te dis où il pourrait être, tu ne témoigneras pas contre moi. Promets. » Élise hocha la tête en silence. Mais ce consentement silencieux ne sauva pas Moreau. Il avait fait trop de mal. Une longue traînée de délits en fonction, de traitements cruels envers les détenus, la juste rétribution le rattrapa. Le lendemain, des hommes en uniforme entrèrent dans son bureau. « Vous êtes arrêté. » Moreau trembla comme une feuille, marmonnant des choses sur des coups montés par ses subordonnés, sur des menaces envers son fils, sur son devoir. Quand on lui expliqua que les appels concernant son fils n'étaient qu'une opération, un stratagème pour le faire sortir du bois, il entra dans une rage folle. « Vous allez payer, vous n'aviez pas le droit de vous moquer, de mentir, » cria-t-il, crachant de la salive. « Calmez-vous, Moreau, » répondit calmement un des officiers, tout en lui passant les menottes. « Vous non plus n'aviez pas le droit de maltraiter une enfant. La prison vous attend. Habituez-vous. »
Quelques mois plus tard, Moreau fut condamné à 10 ans de prison. Même un avocat coûteux n'avait pas pu adoucir la sentence de manière significative. Élise resta seule dans l'appartement vide. Elle ne pouvait plus y rester. Sa seule pensée fut de retrouver son père. Peu importait ce qui s'était passé par le passé. Le principal, c'est qu'il était vivant. Ça signifiait qu'elle n'était pas seule au monde. L'adresse obtenue de Moreau s'avéra exacte. La porte d'un vieil immeuble ouvrit sur un homme aux cheveux gris, mince. Le regard de ses yeux vides et profondément enfoncés était rivé sur elle. « Vous êtes... Laurent ?» Il sursauta, cherchant dans ce visage inconnu les traits de proches perdus depuis longtemps. « Je suis Élise, la fille de Nathalie. » Sa voix tremblait, elle pâlit, ne sachant que dire d'autre. Une larme roula lentement sur la joue de l'homme. Il prit sa main dans la sienne. « Oui, je suis Laurent. Je sais que tu me détestes parce que je ne t'ai pas cherché. C'est vrai, tu as parfaitement le droit. » Il déglutit, une boule dans la gorge l'empêchait de parler. « J'avais tout, » commença-t-il doucement. Une famille que j'aimais, un travail, le bonheur. Et puis, tout s'est effondré. Je n'ai pas vu comment un ami est devenu un ennemi. J'ai pris cher, j'ai tout perdu, et je me suis perdu. Je n'ai pas pu pardonner à Nathalie. Elle l'a cru sur parole au sujet de ma mort. Elle n'a même pas essayé de me trouver. Je suis coupable envers toi, ma fille, terriblement coupable. Il détourna le regard. La douleur de son départ m'a brisé. J'ai simplement tourné le dos au passé. J'ai eu peur. Je n'ai pas agi en homme. Maintenant, je suis seule. Plus besoin de moi. Pardonne-moi, si tu peux. Élise écoutait. Les larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir. Son cœur criait. « Je ne suis pas seule. Je t'ai pardonné depuis longtemps, père, dit-elle, et ces mots sonnaient comme une incantation. Laisse-moi juste être près de toi, te voir, t'entendre. » Laurent la serra fort dans ses bras. Pour la première fois depuis 16 ans, elle se sentit en sécurité. « Tout va bien aller, » murmura-t-il en la serrant contre lui. « Nous sommes ensemble, alors nous allons vivre. » Quand